1942. C'est l'année où tout a basculé sur le front. Des milliers de chaînes spécialisées répètent en boucle les mêmes anecdotes sur la MG42. Elles se focalisent sur la cadence de tir, elles parlent du bruit de déchirure, mais elles ignorent l'essentiel. Comment cette arme a-t-elle réellement brisé le moral des officiers alliés? À première vue, une simple amélioration technique, mais en réalité, un choc psychologique total. Pourquoi les commandants américains étaient-ils terrifiés? Ils disposaient pourtant de chars et d'avions, mais face à cette machine, leurs tactiques de mouvement sont devenues inutiles. La cadence de tir n'était pas un simple détail technique, c'était une barrière de plomb infranchissable. Les rapports de l'époque sont clairs. Sur le terrain, les soldats se figeaient au moindre craquement mécanique. Les Alliés ne se sont pas contentés de subir. Ils ont tenté de copier le mécanisme. Ils ont analysé chaque pièce, chaque ressort, chaque rivet. Ils voulaient retourner cette technologie contre ses créateurs. Les ingénieurs américains ont essayé d'adapter le design pour leurs propres troupes, mais le résultat a été un échec technique immédiat. La précision allemande était impossible à reproduire dans l'urgence des usines de Détroit. Les événements se sont accélérés. Les Allemands venaient d'imposer un concept totalement nouveau, la mitrailleuse polyvalente, une arme capable de servir de fusil mitrailleur léger ou de pièce d'appui lourde sur trépied. Ce n'était pas seulement une arme, c'était une doctrine de guerre complète, à l'image des soldats de la Bundeswehr aujourd'hui. On remarque immédiatement la silhouette familière. Plus de 80 ans ont passé depuis son apparition sur les champs de bataille. Pourtant, la même arme, à peine modifiée, équipe encore les armées modernes. Le design original était si efficace qu'il a rendu les innovations suivantes superflues. Les matériaux ont changé, le calibre a été adapté aux standards actuels, mais le cœur de la machine reste identique. L'histoire s'est arrêtée sur ce modèle. Novembre 1918. La Première Guerre mondiale s'achève et le constat est sans appel. La mitrailleuse a redéfini l'art de tuer. Elle est devenue l'arme indispensable sur tous les champs de bataille. Pourquoi l'Allemagne n'a-t-elle pas pu s'armer immédiatement? Le traité de Versailles était formel. Les vainqueurs ont interdit aux Allemands de développer de nouvelles armes, mais sur le papier seulement. En réalité, Berlin contourne les règles. Les ingénieurs travaillent dans le plus grand secret. Ils utilisent des noms de code et délocalisent la production dans des usines à l'étranger. Les restrictions n'existent plus. Le commandement allemand refuse de revivre l'enfer des tranchées. La stagnation sanglante de 1914 appartient au passé. Les stratèges imaginent une tactique nouvelle, la Blitzkrieg. La guerre éclair exige de la vitesse et de la mobilité. À l'image, la vieille MG-08. Ce modèle de type Maxim est refroidi par eau. C'est une relique. Elle pèse 45 kg avec son trépied et son réservoir. Il faut au moins 5 hommes pour la déplacer et la faire fonctionner. C'est un poids mort pour une armée qui veut bouger vite. Les Allemands lancent alors le développement de la future MG-42. Les premiers essais sont difficiles. La MG-13 apparaît. Elle est refroidie par air, mais son chargeur ne contient que 25 cartouches. On entend le bruit de la culasse. 2 secondes de tir continu et le chargeur est vide. Les tambours de 75 cartouches sont testés, mais ils s'enrayent constamment. Le projet s'accélère. Les ingénieurs ne cherchent pas seulement une mitrailleuse. Ils veulent créer un concept inédit, la mitrailleuse polyvalente, une arme unique capable de tout faire. Sur les plans de l'époque, on voit la modularité totale. L'arme doit pouvoir être montée sur des camions, des chars ou des avions. Elle doit servir de défense contre les appareils volants à basse altitude. Une configuration légère pour l'infanterie au sol, une configuration lourde pour la défense de position. Un seul mécanisme pour toutes les situations. L'erreur était interdite. L'Allemagne prépare son outil de domination. 1934. C'est l'année où l'ingénierie allemande change la face de la guerre moderne. On parle ici de la MG-34. C'est l'ancêtre direct de la future MG-42. Souvent oubliée, elle est pourtant le point de départ d'une révolution technique. Pourquoi cette arme est-elle si importante? La raison est simple, la MG-34 est la toute première mitrailleuse polyvalente au monde. Elle possède un système d'alimentation par bande fiable et un mécanisme de changement rapide du canon. À l'image, un soldat retire le canon brûlant en quelques secondes seulement. En 1936, l'arme arrive sur le front de la guerre civile espagnole. Les Allemands utilisent ce conflit comme un laboratoire à ciel ouvert. Le constat est sans appel. Aucune armée sur la planète ne possède de technologie équivalente, mais l'état-major n'est pas encore satisfait. Comment faire mieux que la perfection? Pause. En simplifiant tout,
Les ingénieurs reçoivent l'ordre de créer une arme supérieure. Elle doit être plus performante, mais surtout beaucoup moins chère et plus rapide à fabriquer en série. À l'époque, la MG34 est un bijou d'horlogerie. Elle est assez composée de pièces en acier usinées avec des tolérances extrêmement serrées. La production d'une seule unité demande 150 heures de travail qualifié. Le coût est colossal. Sur le terrain, la précision de la machine devient son point faible. Dans la boue des tranchées ou le gel des steppes, le mécanisme se grippe. Sans un entretien quotidien et méticuleux, l'arme s'arrête de tirer. Le problème majeur reste la logistique. La guerre devient un conflit d'usure. La victoire appartient à celui qui produit le plus d'acier et de munitions. Les pertes humaines et matérielles s'accumulent chaque jour. Il faut alimenter le front sans interruption. Les ingénieurs allemands relèvent alors un défi jugé impossible. Ils conçoivent une nouvelle mitrailleuse révolutionnaire. Ils divisent de par deux le coût de fabrication. Ils réduisent de moitié le temps de passage en usine. À l'écran, les presses hydrauliques frappent les feuilles de métal à une cadence industrielle. C'est ainsi que la MG42 est née. Ce n'était pas seulement une arme à feu, c'était un signal envoyé au monde entier. Le résultat allait transformer les champs de bataille pour les décennies à suivre. La production de masse venait de gagner la partie. 1942, c'est l'année où tout bascule pour l'infanterie allemande. La MG42 sort des usines. Comment transformer une arme d'élite en un produit de masse? La réponse tient en deux mots. Acier embouti. Presque toutes les pièces sont désormais frappées à la presse. Le coût de production s'effondre. Le temps de fabrication est divisé par deux. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. À l'image, des feuilles de métal brut transformées en carcasses d'acier en quelques secondes. La mécanique change aussi. Les ingénieurs adoptent un système de verrouillage par galet à court recul. Les tolérances sont plus larges que sur les modèles précédents. Pourquoi? Pour que l'arme fonctionne partout. Dans la boue, sous la neige ou dans la poussière. Là où la MG34 s'enrayait, la MG42 continue de tirer. À première vue, un simple outil industriel, mais en réalité, la mitrailleuse la plus redoutable du conflit. Le rythme est infernal. Les Alliés disposent de mitrailleuses cadencées à 600 coups par minute. La MG42 double la mise. Selon les munitions et le type de culasse, elle crache 1200 à 1500 balles par minute, 25 projectiles à la seconde. Le son ne ressemble plus à des coups de feu. On entend un déchirement continu. Les soldats l'appellent la scie circulaire d'Hitler. Mais une telle cadence a un prix. La chaleur. Le métal rougit. Les ingénieurs ont donc simplifié le changement de canon. Sur l'ancien modèle, il fallait déverrouiller et pivoter l'ensemble de l'arme. Sur la MG42, tout se passe sur le côté. Le tireur actionne un simple loquet. Le canon brûlant est libéré. Il glisse hors du manchon. On voit le geste. Une main gantée retire le tube fumant. Une autre insère le neuf. L'opération est chirurgicale. Un binôme entraîné effectue la manœuvre en 4 secondes chrono. C'est une nécessité absolue. À 20 coups par seconde, le tireur ne dispose que de quelques instants de feu continu avant de risquer l'explosion du tube. Pourtant, cette innovation majeure a une limite inattendue. Pourquoi n'a-t-on jamais vu de MG42 dans les blindés? La réponse est technique. Le système de changement de canon latéral est incompatible avec l'espace réduit des tourelles. Pour l'installer, il aurait fallu reconstruire l'intérieur de tous les chars allemands. Résultat, la MG34 est restée la seule mitrailleuse de char jusqu'à la fin du conflit. 2 lignes de production ont fonctionné en parallèle jusqu'en mai 1945. L'arme était parfaite pour le terrain, mais incapable d'entrer dans un tank. Revenons à la MG42 sur le champ de bataille. 1941. Front de l'Est. C'est ici que la MG42 apparaît pour la première fois. Ce n'est pas encore un déploiement massif. C'est un test grandeur nature dans l'enfer du combat. Les résultats dépassent les attentes des généraux allemands. Le verdict tombe. L'arme est adoptée officiellement au début de l'année 1942. La production de masse est lancée immédiatement. Le premier véritable déploiement à grande échelle a lieu en Afrique du Nord. Les hommes de Rommel reçoivent les premiers exemplaires. Très vite, les services de renseignement alliés sont inondés de rapports alarmants. C'est la panique. La 8e armée britannique subit les premiers tirs dans le désert. Les soldats remarquent tout de suite un détail frappant. Le son. La MG42 ne ressemble à aucune autre arme de l'époque. Sa cadence de tir est si élevée que les détonations individuelles se confondent. On n'entend plus des coups de feu, mais un déchirement continu. Les Alliés lui donnent des surnoms célèbres. La scie circulaire d'Hitler,
la tronçonneuse. Pour les soldats qui subissent le feu, le nom importe peu. Ils l'appellent le fusil à rotte. Et personne ne rigole, à l'image. Des fantassins cloués au sol dans le sable. On entend le hurlement mécanique de la mitrailleuse. Pourquoi ce bruit était-il terrifiant? Parce qu'il signifiait une saturation totale de la zone. Les soldats allemands adorent leur nouvelle arme. En face, le moral s'effondre. Le commandement allié doit réagir. Il décide de lancer une campagne de propagande massive. Ils produisent des films pour rassurer les troupes. Le message est simple. La MG42 ferait plus de bruit que de dégâts. Mais ce n'était qu'un mensonge de guerre. Les films affirment que la cadence de tir élevée est un défaut. Ils expliquent que les armes alliées, plus lentes, sont plus précises et plus maniables. Selon la version officielle, la mitrailleuse allemande gaspille ses munitions. Elle concentrerait trop de balles sur un point trop réduit. À l'écran, on voit des instructeurs se moquer de l'arme ennemie, mais la réalité du terrain est à l'opposé. Essayez de convaincre un soldat sous le feu que cette arme est inefficace. C'est impossible. La MG42 est redoutable, surtout lorsqu'elle est montée sur son trépied Lafette. Nous y reviendrons. Ce trépied transforme la mitrailleuse en un outil de précision chirurgicale à longue distance. À première vue, les Alliés critiquèrent que l'arme pour rassurer leurs hommes, mais en réalité, ils tentaient désespérément de s'en emparer. Les services techniques alliés capturent plusieurs exemplaires sur le champ de bataille. Ils veulent la copier, ils veulent la retourner contre l'Allemagne. Les ingénieurs américains reçoivent l'ordre d'étudier chaque pièce, chaque ressort, chaque mécanisme de verrouillage. Ils veulent créer leur propre version. Mais ils vont rapidement se heurter à un problème technique majeur, un obstacle qu'ils n'avaient pas prévu. Les événements s'accélèrent. La course à la puissance de feu est lancée. L'organisation allemande reposait sur un principe unique. Tout tournait autour de la mitrailleuse. Les escouades ne ressemblaient à aucune autre. Elles étaient construites pour maximiser une seule chose, la puissance de feu. 10 hommes composaient une unité d'infanterie standard. 3 soldats formaient le cœur du groupe, une équipe dédiée à la mitrailleuse, le tireur, l'assistant, le pourvoyeur de munitions. À leur côté, un officier dirigeait la manœuvre. Les 6 autres hommes portèrent des fusils Car 98. Leur rôle était clair, protéger l'équipe de la mitrailleuse à tout prix. En défense comme en attaque, la mitrailleuse était la source d'impact principal. Sans elle, l'escouade perdait sa raison d'être. Le transport des munitions exigeait une logistique lourde. Les boîtes de cartouches pesaient un poids considérable. Pour les déplacer, chaque escouade disposait d'un âne ou d'un cheval avec une charrette. Les Allemands avaient même conçu des boîtes à munitions spécifiques. Le design était ingénieux. Contrairement aux modèles alliés, ces boîtes étaient totalement étanches. Les poignées pliables permettaient de porter 2 boîtes dans une seule main. Elles prenaient un minimum de place à l'intérieur des chars. En cas d'urgence, un seul soldat pouvait courir et ramener 1000 cartouches réparties dans 4 boîtes. Une prouesse impossible avec le matériel américain sans risquer la chute. À première vue, un simple détail technique, mais en réalité, un avantage tactique majeur. Les premiers exemplaires intacts de la MG42 ont été capturés en Afrique du Nord, en Sicile et sur le front de l'Est. Le commandement allié a immédiatement ordonné leur transfert vers des laboratoires spécialisés. Les tests ont débuté sans attendre. Février 1943. Le centre d'essai d'Aberdeen, aux États-Unis, termine l'analyse complète de l'arme. Les ingénieurs sont fascinés. La technologie est jugée extrêmement avancée. Les Américains décident alors de copier le modèle allemand. Le projet porte un nom, le T-24. L'objectif est de reproduire la MG42, mais adaptée au calibre 30-06 américain. C'était la copie la plus fidèle possible de l'original. Mais un problème de taille est apparu. Utiliser directement la MG42, où sa copie exacte était inefficace. L'armée américaine aurait dû introduire une nouvelle chaîne de production pour les munitions allemandes. Un cauchemar logistique que les Alliés voulaient éviter. La situation s'est compliquée. Le projet T-24 a fini par montrer ses limites. L'adaptation d'une arme allemande à un calibre différent ne fonctionnait pas aussi bien que prévu sur le terrain. L'histoire s'est arrêtée là pour ce prototype. L'objectif était clair, simplifier la production et sécuriser l'approvisionnement de l'armée américaine. Mais dès le début, les problèmes se sont accumulés. Les ingénieurs ont reçu l'ordre de copier le mécanisme du MG42. Ils devaient pourtant modifier une donnée capitale. Pourquoi ont-ils voulu changer une arme qui fonctionnait? La réponse est simple, ils voulaient un tir plus lent. 800 coups par minute au lieu de 1200. Le but était de mieux contrôler l'arme et d'économiser les munitions.
Pour y arriver, ils ont installé une culasse 2 fois plus lourde et un ressort de rappel beaucoup plus rigide. À l'image, un établi encombré de pièces métalliques et de schémas techniques. La mécanique a immédiatement réagi. Le calibre a tout changé. Le MG42 utilisait du 7,92 par 57 mm Mauser. Les Américains voulaient imposer leur calibre 30-06, soit du 7,62 par 63 mm. La cartouche américaine est plus longue d'environ 6 mm. À première vue, un détail mineur, mais en réalité, un désastre technique. Cette différence de taille a brisé le cycle d'alimentation et d'éjection. Lors du premier essai du prototype T-24, le test a tourné court. Le soldat presse la détente, un seul coup part. L'arme s'enraye instantanément. La douille reste coincée dans la chambre. Les ingénieurs dégagent le mécanisme manuellement. Ils tentent un second tir. Le résultat est identique. Le MG42, la meilleure mitrailleuse du monde, est devenu un fusil au coup par coup. Les événements se sont accélérés avec le deuxième prototype. Celui-ci pouvait enfin tirer en automatique. Mais les chiffres du rapport de test sont brutaux. Sur 1500 cartouches tirées, les techniciens ont enregistré 51 incidents de tir majeurs. L'arme refusait d'éjecter les douilles ou de charger les nouvelles munitions. Sur le terrain d'essai, on entend le bruit métallique des culasses que l'on manipule sans cesse. La cadence de tir est tombée à 600 coups par minute. C'était exactement la même vitesse que les mitrailleuses déjà en service dans l'armée américaine. L'avantage technologique s'est évaporé. La culasse massive ralentissait trop le cycle. Pire encore, le recul de cette masse énorme brisait les pièces internes après seulement 200 tirs. L'erreur était interdite, mais les ingénieurs étaient dans l'impasse. Ils ont multiplié les ajustements pendant des mois. En mars 1944, la décision est tombée. L'état-major a ordonné l'arrêt des recherches. Le projet T-24 a été mis en pause définitive. Les usines ont repris la fabrication des modèles familiers qu'elles maîtrisaient déjà. Ainsi s'est achevé le rêve d'une MG42 américaine. 30-06, c'était le calibre standard américain. Un problème majeur, cette cartouche était beaucoup trop longue pour le mécanisme d'origine de la MG42. Pourquoi ne pas simplement adapter l'arme? La réponse est technique, un simple changement de canon ne suffisait pas. Il fallait modifier la carcasse, allonger le boîtier de culasse et redessiner tout le cycle d'alimentation. En clair, construire une arme entièrement nouvelle à partir de zéro. Ce constat a tué net l'espoir de copier rapidement le design allemand pour équiper les troupes sur le front. L'armée américaine a donc choisi la sécurité. Elle a continué de produire ce qui fonctionnait déjà. Les soldats ont reçu des versions améliorées de la M1919, équipées d'une crosse et d'un bipied. Pour le soutien rapide, ils comptaient sur le bar. Mais l'atout majeur était ailleurs. Les usines produisaient des quantités massives de Browning M2, la légendaire mitrailleuse de calibre 50. Trop lourde pour un fantassin seul. Mais les ingénieurs l'ont installée sur tout ce qui bougeait. Chenilles, roues, ailes d'avion et coques de bateau. À l'image, un blindé américain ouvre le feu. La puissance du calibre 50 BMG est dévastatrice. Pour les soldats allemands, c'était un cauchemar permanent. Vers la fin du conflit, ces mitrailleuses lourdes saturaient littéralement le champ de bataille. Mais l'échec de la copie directe de la MG42 n'était pas une fin en soi. Les Américains ont gardé les plans. Ils ont observé. Ils ont appris. 1950. La guerre est finie depuis 5 ans. Le Pentagone réévalue le concept de mitrailleuse polyvalente. Le constat est sans appel. Les Allemands avaient raison. À première vue, multiplier les modèles semble logique, mais en réalité, posséder une seule arme capable de remplir tous les rôles est bien plus efficace. Une seule plateforme pour remplacer les mitrailleuses légères, moyennes et lourdes. Un seul système, un seul calibre. Les ingénieurs se sont alors penchés sur un autre trophée de guerre, la FG-42, le fusil des parachutistes allemands. Ils ont analysé son ergonomie et sa compacité. Ils ont surtout récupéré son système d'emprunt de gaz, idéal pour la nouvelle munition OTAN de 7,62 par 51 mm. L'idée était simple, fusionner ce mécanisme avec le système d'alimentation par bande de la MG42. Ils y ont ajouté le changement rapide de canon de la version allemande. On voit sur les schémas techniques un mélange de génie germanique et d'ingénierie américaine. Le résultat porte un nom, la M60. Elle deviendra l'icône de la guerre du Vietnam. Mais tout n'était pas parfait. Au début, la fiabilité était médiocre. Le système de changement de canon fonctionnait bien sur le papier, mais posait problème dans la boue des rizières. Il a fallu des années pour corriger ces défauts. Les versions ultérieures se sont devenues des armes de soutien solides et respectées.
La M60 a fini partout, sur les jeeps, les camions, les blindés. On l'a vu sur les hélicoptères et les patrouilleurs fluviaux. Les soldats bricolaient, même des fixations de fortune sur le terrain. Sa cadence de tir était 2 fois plus lente que celle de la MG42. Mais son héritage était clair. Le système d'alimentation venait de la MG42. L'ergonomie et les gaz venaient de la FG42. L'industrie américaine a finalement réussi sa synthèse. L'histoire a validé ce choix technique. 1945. L'Allemagne perd la guerre. Son armée est dissoute. Ses armes sont saisies. Mais pour la MG42, ce n'est pas la fin. C'est le début d'une seconde vie inattendue. Comment une arme nazie est-elle devenue le pilier de l'OTAN? La réponse tient en un mot: efficacité. Les vainqueurs ont tenté de copier le design, mais personne n'a fait mieux que l'original. À première vue, l'Allemagne était désarmée, mais en réalité, les plans de la MG42 circulaient déjà partout. La Yougoslavie a frappé la première. Ils ont récupéré les machines et les stocks. Ils ont créé la M53. C'est une copie conforme, calibre d'origine, avec une cadence de tir légèrement réduite pour économiser les munitions. L'armée yougoslave l'a produite massivement. Elle est restée en service pendant des décennies. Sur les images d'archives des Balkans, on voit la silhouette de la MG42 partout, de Sarajevo jusqu'au Kosovo. Mais le plus gros utilisateur reste l'Allemagne. Dans les années 50, le contexte change. La guerre froide commence. L'OTAN autorise l'Allemagne de l'Ouest à se réarmer pour contrer la menace soviétique. Les ingénieurs allemands examinent les fusils mitrailleurs les plus modernes de l'époque. Le constat est sans appel. Ils possèdent déjà une arme supérieure à tout ce qui existe sur le marché. Ils décident de reprendre la MG42. Le problème est technique. Les soviétiques ont saisi tous les plans originaux à Berlin. La société Rheinmetall se retrouve dans une situation absurde. Elle doit pratiquer l'ingénierie inverse sur son propre produit. Les ingénieurs démontent des exemplaires de guerre, mesurent chaque pièce et redessinent tout à la main. C'est la naissance de la MG3. Le changement principal, c'est le calibre. L'arme passe au 7,72 par 50 et 1 mm, le standard de l'OTAN. Mais la structure reste la même. À l'image, on voit le même canon interchangeable, le même capot de culasse, la même crosse en polymère sombre. La situation a évolué. Les ingénieurs ont ajouté des fixations pour les véhicules blindés et amélioré la métallurgie. La finition est plus résistante, moins brute que les modèles produits sous les bombes en 44. La MG3 conserve sa cadence de tir terrifiante. Mais elle offre désormais un choix tactique. L'arme est livrée avec 2 types de culasses. La première est standard. Elle crache 1200 balles par minute. On entend ce déchirement de tissu caractéristique, le fameux bourdonnement qui terrorisait les Alliés. La deuxième culasse est plus lourde. En changeant simplement cette pièce, sans modifier le système interne, le soldat réduit la cadence à 800 coups par minute. Pas besoin d'outils complexes. On ouvre le boîtier, on change le bloc d'acier, on referme. Le poids de la pièce fait tout le travail de régulation. Sur le terrain, le tireur ajuste son arme selon ses préférences ou la mission. Ce n'était pas seulement une modernisation, c'était une validation technique. Aujourd'hui encore, les chars Léopard 2 et les unités d'infanterie allemandes utilisent cette architecture de 1942. L'histoire s'est arrêtée là pour les concepteurs, mais l'arme, elle, continue de tirer. Le trépied l'a faite. C'est l'élément crucial. Sans lui, la mitrailleuse allemande n'est qu'une arme automatique. Avec lui, elle devient un système d'artillerie de précision. Ce dispositif a débloqué tout le potentiel du combat à longue distance. Aujourd'hui, la MG3 utilise toujours ce concept. Pourtant, le modèle moderne, la Feldlafette, a perdu une fonction essentielle. Elle possède le support pour les optiques, mais l'ingéniosité technique a disparu. Pourquoi ce trépied était-il supérieur? La réponse tient en un mot: stabilité. Le châssis transformait une mitrailleuse légère en configuration lourde. Il était compatible avec la MG34 et la MG42. L'arme se fixait sur un affût doté de ressorts amortisseurs. Ces ressorts absorbaient le recul massif. Résultat, une précision chirurgicale, même à 1 km de distance. À l'image, le tireur ne touche pas l'arme. La gâchette est directement intégrée au support. En ne tenant pas la carcasse, le soldat élimine les vibrations humaines. Le tir devient mécanique. Le trépied permettait même des tirs indirects. La mitrailleuse agissait comme une petite pièce d'artillerie pour interdire l'accès à une zone entière. Mais le véritable secret réside dans le Tiefenfeuer automate. C'est le mécanisme de tir automatique en profondeur. À première vue, un simple boîtier métallique.
mais en réalité un ordinateur analogique. Le système fonctionne comme une horloge mécanique de haute précision. L'équipage réglait des limites d'élévation spécifiques. Une fois les zones de tir verrouillées, le support faisait basculer l'arme de haut en bas, selon un arc prédéfini. Le tireur pressait la détente et le mécanisme faisait le reste. La mitrailleuse balayait automatiquement une zone de mort, un flanc de colline ou un segment de route. Aucun besoin de toucher aux commandes pendant la rafale. Le profil de l'arme changeait radicalement. Sur ce trépied, la mitrailleuse se situait au ras du sol. Le tireur utilisait un viseur périscopique. Il restait totalement à l'abri, derrière un couvert ou dans une tranchée. On entend le bruit des balles, mais on ne voit personne. Pour l'ennemi, localiser la position devenait un cauchemar. La neutraliser était presque impossible. La situation a empiré avec l'usage de leurre. Les Allemands installaient la mitrailleuse et attachaient une ficelle à la gâchette de l'affût. Ils déclenchaient le tir à distance depuis une position sécurisée. L'arme balayait la zone de mort jusqu'à épuisement des munitions. Le champ de bataille sombrait dans la confusion. L'héritage de la MG42 a redéfini l'armement mondial. Chaque mitrailleuse polyvalente moderne possède un fragment de son ADN. Aujourd'hui, la MG, 3 équipes encore plus de 30 pays. On la retrouve sur des chars et des véhicules blindés, couplés à des systèmes de conduite de tir électronique. L'histoire ne s'arrête pas là. Même en cas d'invasion technologique majeure, ce design restera pertinent. Si des lasers apparaissent demain sur le champ de bataille, il est probable que des versions dérivées de la MG42 cracheront encore leurs rafales. Ainsi s'est imposé un standard de puissance vieux de 80 ans.